Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. On fait le tour des unes internationales de la semaine en compagnie de Ziad Limam. Bonsoir Ziad, bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine. Et je montre la une donc, du mensuel, vous le voyez à l'écran. Bienvenue à vous. Laure Simoes, par Skype de Paris, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Également à côté de moi, Patricia Lémonière, grand reporter. Bonsoir à vous. Agnès Rotivel, également par Skype, chef adjointe du service international La Croix. J'en profite pour montrer la une de La Croix Hebdo. D'abord, une enquête au cœur du service de l'Élysée, du courrier de l'Élysée. On va la voir, cette une. La voici. Et puis le journal, eh bien la une du journal La Croix ce vendredi, vous titrez sur Haïti. Haïti, pourquoi tant de malheurs? Et Haïti, justement, on va en parler puisque Haïti est en état de choc après l'assassinat, vous le savez, du président Jovenel Moïse. C'est l'un des gros titres de la semaine. L'aéroport de Port-au-Prince est fermé et la frontière avec la République dominicaine bouclée. Le commando armé qui a assassiné le président était composé de 26 Colombiens, de 2 Américains originaires d'Haïti. C'est ce que dit en tout cas la police haïtienne. Les 2 Américains et 15 Colombiens ont été arrêtés. 3 Colombiens ont été tués. 8 autres toujours en fuite. Jovenel Moïse, je vous le rappelle, a été tué de 12 balles dans sa chambre. Son épouse donc a reçu, elle, 2 balles. Elle est soignée à Miami, à l'hôpital de Miami. Et le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, a déclaré l'état de siège. On écoute tout de suite l'envoyé spécial des Nations Unies. Le Premier ministre Joseph est le Premier ministre d'Haïti. Et il est, en vertu de l'article 149 de la Constitution actuelle, la Constitution de 1987. Comme le Premier ministre haïtien Joseph l'a expliqué, le gouvernement qui est en place sous sa direction continuera de gouverner jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Ziad, alors c'est vrai qu'il y a cette enquête qui progresse. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'arrestations, mais on ne sait toujours pas qui est le commanditaire de ce meurtre. Oui, là, je pense qu'il faut chercher la piste vers des conflits mafieux entre la mafia, la politique, la drogue, l'argent. C'est probablement quelque chose comme ça. Moi, ce que je trouve assez ahurissant, c'est ce débat institutionnel qui n'a pas vraiment de sens non plus. Parce que, entre les 2 premiers ministres, oui, l'intérimaire... et puis même le président Moïse était lui-même déjà, comme on dit, de facto depuis février 21. Donc on était déjà dans un régime qui n'était plus un régime institutionnel, dans un pays qui est ravagé par une crise économique, qui s'est pas remis d'une tragédie déjà antérieure, celle du tremblement de terre, avec un système politique qui était complètement épuisé. Le Covid, dont on parle peu, mais qui est prévalent partout dans l'île. Donc c'est la tragédie haïtienne permanente et qui ne revient que quand il y a une espèce d'épitome comme ça. Alors on en parle pendant 10 jours, puis après on va oublier. Mais situation sécuritaire terrible aujourd'hui, guerre des gangs, d'ailleurs on le voit. C'est la guerre des gangs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sécurité au sens basique du terme. Et puis surtout, on se doute que les organisations du pouvoir sont impliquées elles-mêmes dans les gangs, dans le banditisme. Donc ils font partie du problème. Ils ne peuvent pas le résoudre puisqu'ils sont dedans. C'est le chaos, Patricia Lémonière. Oui, c'est le chaos. Enfin, moi, il y a une chose tout de suite qui m'étonne, c'est que Haïti, qui est réputé pour avoir beaucoup de difficultés pour faire des arrestations, pour faire des enquêtes, là, on réussit un coup de force en quelques heures pratiquement à trouver le commando, ce qui est assez remarquable pour ce qui est un fait d'armes pour la police haïtienne, on va le dire. Bon, mais au-delà de ce fait, qui s'expliquera peut-être après, effectivement, le pouvoir haïtien, comme le disait Stéphane, est complètement lié aux gangs, ça on le sait depuis un certain temps. 97 gangs dans la capitale, 2 fois plus dans l'île, enfin dans cette partie de l'île. Donc il y a une imbrication qui va rendre, à mon avis, un peu difficile l'enquête, sauf à trouver des boucs émissaires assez facile. Et cette guerre des gangs est mortelle. Moi, il y a un fait qui m'a beaucoup touchée en tant que femme et mère. Une petite fille en janvier, je crois, qui avait de 4-5 ans, qui avait été enlevée, kidnappée un enfant. Et ils avaient demandé $4 000. La mère n'a pas pu payer. On a trouvé la petite morte.
C'est vrai que les kidnappings se multipliaient avant d'ailleurs cet assassinat. Agnès Rottivel, vous qui faites justement cette une de La Croix, votre analyse sur ce qui s'est passé. On a entendu l'envoyé spécial des Nations Unies qui, eux, disent que ça doit être Claude Joseph, donc l'intérimaire qui doit garder le pouvoir pour l'instant. Il y aura peut-être une intervention de la communauté internationale. Alors les Haïtiens la souhaitent-elles, cette intervention? Tout est ouvert pour l'instant. Écoutez, de toute façon, ce qui paraît bizarre, c'est qu'elle a appelé aussi à des élections. C'est difficile d'organiser des élections dans un pays où les institutions ne fonctionnent plus, ce qui est le cas en Haïti, puisque, y compris le président de la Cour de cassation n'est plus, il est mort du Covid. Il n'y a pas le Parlement ne fonctionne pas, il n'y a que 10 sénateurs. C'est un pays qui n'a plus du tout de structure, de colonne vertébrale. Donc, organiser des élections dans cette situation paraît quand même un peu aberrant. Il y a quand même des problèmes beaucoup plus urgents en Haïti. C'est un pays où il y a quand même 60% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. L'économie est complètement... je veux dire, par exemple, c'est un pays qui est producteur de riz, mais la plupart des gens achètent le riz qui est importé parce qu'il est moins cher que le riz produit en Haïti. Il y a une telle différence de classe entre les plus riches et les plus pauvres que ce pays figure quand même au titre des pays les plus pauvres de la planète, alors que son voisin, la République dominicaine, est quand même un pays qui fonctionne plutôt bien et qui est beaucoup plus riche. Oui, la République dominicaine qui a fermé totalement la frontière, Ziad. C'est vrai que c'est un chaos sécuritaire, politique, économique, institutionnel. Et d'ailleurs, les institutions internationales sont restées assez longtemps dans le pays, 13 ans. Oui. Et ça n'a rien donné au final. Corruption généralisée. Non, mais on est dans les schémas de ce que les Américains appellent les failed states, les États faillis. Donc après, comment reconstruire à partir d'un État failli? Ça ne peut venir que de l'intérieur, que de la société civile. Et il y a une société civile haïtienne, il y a une opposition structurée, il y a des écrivains, il y a des auteurs, il y a une intelligentsia. Ce n'est pas un pays qui est dépourvu de force. Le problème, c'est que les forces sont captées par des gens qui ont d'autres intérêts que de construire une nation. Et il y a une captation de la richesse, en fait. Captation de la richesse, et puis la gangstérisation, mais il n'y a pas qu'en Haïti. Dans tous les pays où la gangstérisation prend le pas, c'est très très difficile de revenir après. Vous reprenez les pays d'Amérique centrale, même des grands pays d'Amérique latine. Enfin, c'est très difficile de revenir après à des méthodes moins barbares parce que ces gangsters, c'est pas juste de la violence, c'est des intérêts. C'est le transit de la drogue. C'est le transit de la drogue, c'est je ne sais quoi, les clandestins. Puis là, il parlait de Colombiens, d'Américains. C'est un pays aussi qui a une force potentielle, c'est sa communauté expatriée. Les Haïtiens du Canada, des États-Unis, en France, c'est une communauté assez, enfin, je veux dire, très, très intégrée, assez forte, qui pourrait apporter si les portes politiques étaient ouvertes. C'est ça le... Mais un tel niveau d'insécurité pour tout le monde, dès que vous vous engagez en Haïti, vous êtes presque menacé de mort. C'est-à-dire, dès que vous sortez, les gens se cachent, les gens se terrent. Enfin, faut voir dans quel état, effectivement, et aujourd'hui ce pays est appelé à des élections, comme on le disait tout à l'heure. Moi, c'est impossible. Comment peut-on organiser des élections? Et on a bien vu, même les organisations internationales, souvenez-vous des scandales qu'il y avait eu avec les casques bleus, les casques blancs qui avaient été déployés, qui avaient participé à la corruption ambiante après le tremblement de terre. Donc, je crois que c'est un pays, il faudrait une énergie de la société civile, mais je ne sais même pas comment elle pourrait être catalysée. Enfin, moi, je suis très pessimiste ce soir par rapport à Haïti. Alors, effectivement, seul un pouvoir fort, mais un pouvoir fort qui ne soit pas... mêlé avec les gangs. Parce que qu'est-ce qu'a fait l'ancien président haïtien? Il a utilisé les gangs. Justement. Il a utilisé les gangs pour faire la paix dans les quartiers. Parce qu'une telle colère de cette population qui souffre de la corruption, qu'elle est prête à se soulever, et seuls les gangs la maintenaient comme ça, tranquille finalement. La peur des gangs maintenait les habitants. Et les présidents ont joué avec ces gangs-là. Laure Simoes. Ah oui, allez-y, Agnès Rottivel. Je voulais dire, parce qu'on a toujours quand même l'impression que bon, Haïti, c'est une catastrophe, c'est la malédiction de ce pays, etc. Mais il n'y a pas de fatalité quand même. Parce qu'il y a eu des périodes où le pays a connu une certaine stabilité, une certaine progression. Il y a eu la période du président Préval, il y a eu la période aussi du président Martelly, qui lui a achevé aussi. Ces deux-là ont pu achever leur mandat de président. Donc, je veux dire... Il pourrait revenir dans la course d'ailleurs. Ce serait une possibilité, ça. Il pourrait revenir dans la course, Agnès.
Ça paraît pas en tout cas le schéma pour l'instant. C'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais je veux dire, je suis sûre que ce pays peut s'en sortir, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une société civique très, très importante. Il y a l'Église catholique qui est aussi très importante et qui participe beaucoup à la vie politique et qui essaye d'être un peu le médiateur dans ce pays. Mais c'est sûr qu'il faut rétablir des institutions qui fonctionnent et que ces institutions soient respectées. Et c'est pour ça que des élections, ça n'est absolument pas la priorité. Mais ça semble toujours être la seule réponse que la communauté internationale ait. C'est organiser des élections, ça ne sert à rien, quoi. Laure Simoes, les dessinateurs sont-ils aussi pessimistes que ce qu'on vient de dire sur ce plateau ? Oui, je confirme. Je confirme. On a ce premier dessin de la jeune dessinatrice taïwanaise Stelina, très efficace parce qu'il contracte l'image du drapeau d'Haïti, criblée de cette balle assassine. Et puis, si vous regardez bien l'ombre anonyme du revolver de ce commando non encore identifié, simple et efficace, droit au but, il atteint sa cible, c'est le cas de le dire. Cet autre dessin du dessinateur français Lacerpe, un dessin bien vu, le président d'Haïti assassiné. Et puis on voit ces personnages dans des espèces de cahutes en tôle ondulée parce qu'il y avait quelqu'un à la tête du pays. Première nouvelle, ben oui, c'est en effet la bonne question. Entre le chaos, la pauvreté, l'insécurité, les gangs qui s'étaient déjà invités dans le pays depuis longtemps. Le président assassiné qui était, on l'a dit, très, très critiqué pour son inaction face à tous ces fléaux. Ça nous conduit à ce troisième et dernier dessin du dessinateur du Nigeria, Tayo, qui convoque l'image de la poupée vaudou. Et c'est sûr que sans vouloir verser dans la superstition, on a parfois l'impression que la malédiction s'abat sur ce pauvre petit pays. Dès qu'il tente de sortir la tête des décombres, il est à nouveau frappé par le malheur, pourrait-on dire. On espère que ce n'est pas une fatalité, mais ça fait quand même beaucoup au compteur. L'autre une cette semaine, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan où le retrait des troupes américaines sera achevé le 31 août, a annoncé Joe Biden. Le président américain a précisé le calendrier. Il a assuré que la prise de contrôle du pays par les talibans n'était pas inévitable, a-t-il dit. Joe Biden a souligné que les Américains avaient atteint leurs objectifs dans le pays, à savoir lutter contre la menace terroriste. Les talibans déclarent quant à eux avoir pris 85% de l'Afghanistan. On écoute Joe Biden. Le soutien des États-Unis au peuple afghan va perdurer. Nous continuerons d'apporter une assistance humanitaire et de défendre les droits des femmes et des jeunes filles. Mais les pays de la région ont un rôle essentiel à jouer en soutenant une solution pacifique. Nous allons travailler avec eux, mais ils devront aussi intensifier leurs efforts. Et Patricia, 20 ans de guerre, la guerre la plus longue pour les Américains, c'était plus long que le Vietnam. Finalement, c'est un échec. Oui, enfin, il faut avoir beaucoup d'optimisme comme Joe Biden pour dire que tout va bien. Quand on voit alors 80% du territoire reconquis par les talibans, oui. Ça, on n'a pas la certitude, mais enfin, on peut dire qu'ils avancent. Ils ont pris tous les postes frontières importants au nord, au Tadjikistan. Ils ont pris, il n'y a pas longtemps, aujourd'hui encore, un poste sur l'Est. Ils ont pris l'ouverture sur l'Iran. Donc, ils maîtrisent les routes. Et c'est très important pour eux, ces routes, parce que ce sont les routes de la drogue. La route du commerce pour échanger. Parce qu'il faut savoir que le budget des talibans, pourquoi ils sont aussi armés? Parce qu'on pourrait se dire, mais enfin, en fait, qu'est-ce que c'est ces talibans? C'est des djihadistes, vous savez, méchants, etc. Pas du tout. C'est des militaires maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont un budget qui est colossal. Mais d'où vient le budget? Il vient de la vente de l'opium qui a grimpé en flèche et de l'héroïne. Donc ces talibans sont armés, soutenus logistiquement, on le sait, par le pays voisin, qui souhaitent un Afghanistan affaibli. Et donc, que les Américains veuillent dire on ne va pas abandonner l'Afghanistan. Par exemple, ils ont livré aujourd'hui des avions et des hélicoptères. Le problème, il n'y a pas de pilote. Dès qu'un pilote qui se font tous assassiner, les talibans traquent les pilotes. Donc, ce pays, alors, je pense que ça sera le bon vouloir des talibans, en fait. C'est à eux de savoir s'ils vont investir Kaboul ou pas. Ils vont peut-être dire non, Kaboul, c'est trop grand pour nous. 7 millions d'habitants, on ne veut pas gérer. Ça serait le vrai symbole, ça, la chute de Kaboul. Bien sûr. Ziad, les talibans ont gagné? Oui. Enfin, de toute façon, les Américains, ils ont tiré une espèce de trait. Ils ont dit, bon, faut arrêter. Il faut arrêter les pertes, il faut arrêter l'argent, il faut arrêter la phrase de Biden « Je ne veux plus envoyer de jeunes Américains se faire tuer en Afghanistan pour un but de guerre qui est devenu élusif ». Et puis il y a aussi
Je pense ce grand recentrage de la diplomatie et de la stratégie américaine, de ne plus être embourbé dans ces guerres orientales, de se focaliser sur la Chine, sur le Pacifique, sur l'Asie, etc. Et donc cette guerre de 20 ans qui a coûté des milliers de milliards, 800 probablement. milliards de dollars. Bon, on n'était pas au estimation millier de milliards. du Pentagone. Mais 2400 morts américains. Mais il y a quand même un impact... je veux dire, on voit très bien dans la presse les gens qui commencent à parler de la fameuse image de l'hélicoptère sur le toit de l'ambassade à Saïgon. Et donc, il y a quand même toutes ces images qui vont remonter de l'Empire vaincu à nouveau dans une guerre asymétrique. Et cette idée que l'Empire ne peut pas gagner les guerres asymétriques, c'est quelque chose qui est maintenant installé et qui donne des vocations à plein de gens. C'est-à-dire qu'on peut entraîner l'Amérique dans des conflits interminables parce qu'on ne peut pas contrôler le terrain. Après, comme l'a dit Patricia, il y a le mystère de la force talibane qui est à la fois une force ethnique aussi, ça compte beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a un appui ethnique. Il y a le fait que toutes les structures que les Américains ont mis en place se délitent, c'est-à-dire les soldats fuient par paquets. Comment vous voulez tenir? L'armée afghane, finalement, n'est pas solide. Elle fuit. Ils n'ont pas envie de mourir. Et quand il dit avec beaucoup de naïveté ou de cynisme, ou les deux, on va protéger les jeunes filles, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va les protéger dans quelle école du fin fond du pays? Donc non, c'est une débâcle absolue. C'est une débâcle et un abandon. Et un abandon, mais ils ne sont pas les seuls. Nous, on a suivi, les Européens aussi. Enfin, les Européens, les Britanniques aussi ont rapatrié leurs troupes cette semaine. Agnès Rotivel, avant la pause. Il y a du terror. D'ailleurs, il y a Al-Qaïda et il y a l'organisation de l'État islamique en Afghanistan. Il ne faut pas l'oublier. Soi-disant, ils ont réussi leur objectif. Bon, ce que je trouve, en fait, c'est que... ce que je voudrais dire, c'est qu'en Afghanistan, personne n'a jamais pu coloniser l'Afghanistan. C'est un pays qui est ingérable, c'est un pays qui est absolument pas centralisé. Quand il y avait Karzai, c'était pareil, il régnait sur Kaboul, mais pas plus. Donc, je pense que la situation, moi, honnêtement, je pense que Biden a raison de s'en sortir, de partir, parce que, de toute façon, ça ne mène à rien. On ne peut pas continuer pendant 30, 40 ans à mobiliser militairement autant de gens et tout pour quelque chose, pour un pays dont on ne sait pas exactement ce qu'on veut en faire. Et pendant 20 ans, ils se sont tout de même trompés de stratégie, enfin. Oui, mais écoutez, ce qui est intéressant, moi, à mon avis, maintenant, c'est d'essayer de regarder, parce qu'effectivement, c'est inévitable que les talibans arrivent à un moment ou à un autre à gouverner ce pays d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être pas à Kaboul, mais ils le gouverneront ailleurs. Mais c'est plutôt de voir comment ce mouvement essaye aussi de montrer une autre image que celle qu'il avait dans les années 90. Et on le voit, il y a un des... je crois que c'est le numéro 2 des talibans qui a envoyé une espèce de fatwa un petit peu partout dans l'Afghanistan en disant qu'il fallait se comporter correctement avec les gens, etc. Et tout. Ils ont tout à fait conscience qu'on n'est plus du tout dans les années 90. La défaite pour eux avait été énorme. C'est qu'ils avaient été quand même battus à plat de couture par une armée qui les avait écrasés. Et ils ont certainement aussi appris de ça. Et s'ils veulent durer, c'est parce qu'à mon avis, c'est ça. Ils veulent, maintenant qu'ils vont avoir le pouvoir, ils vont vouloir durer en Afghanistan. Et pour durer, il va falloir aussi changer les méthodes. Alors justement, il va falloir changer les méthodes. On va y revenir juste après une courte pause, Agnès, je vous interromps. Suite de la semaine dans le monde, je suis toujours en compagnie de Ziad Limam, de Agnès Rotivel, Laure Simoès et Patricia Alémonière. On continue justement sur ces unes, on parlait de l'Afghanistan. Justement, vous étiez en train de nous en dire deux mots, Agnès Rotivel, de ces talibans. Est-ce qu'ils ont vraiment changé, les talibans? Parce que vous dites là, ils vont devoir effectivement peut-être, lorsqu'ils auront conquis l'ensemble du pays, ils ne sont pas loin de le faire, gérer ce pays. Mais est-ce qu'ils ont vraiment changé? Écoutez, il y a des petits signes qui montrent qu'ils ont un petit peu changé, mais bon, sur les questions fondamentales qui touchent, par exemple, l'éducation des filles, que ce soit, par exemple, le travail des femmes, etc. Ça, on va le voir au fur et à mesure. C'est difficile de le dire, mais il y a quand même des petits signes qui montrent qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus être comme ce qu'ils ont fait en 90. On le voit en matière diplomatique aussi. Ils se sont rendus récemment en Iran. Ils négocient, ça c'est sûr.
Non, ils se sont rendus à Moscou, ce qui veut dire aussi que leurs voisins se sont rendus aussi à l'évidence qu'ils vont de toute façon, prendre le pouvoir en Afghanistan. Après, la question est, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pouvoir? Est-ce qu'ils vont le partager avec d'autres ou pas? Et ça, c'est un peu difficile de dire pour l'instant. Ça dépendra aussi, je ne sais pas si le président Ashraf Ghani sera toujours là. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais ce qui est sûr, c'est que pour un certain nombre de pays voisins, que ce soit l'Iran ou que ce soit la Russie, si vous voulez, ils préfèrent prendre langue avec les talibans plutôt que de voir arriver au pouvoir Daesh ou l'État islamique. C'est le cas du Pakistan également, Ziad. Alors justement, cette chute de Kaboul, en fait, c'est ça. On pense à la chute de Kaboul si elle arrive à un moment donné, et ça serait vraiment le symbole de l'échec des Américains. Oui, on parlait de l'hélicoptère sur l'ambassade américaine, mais on a dit aussi que c'est pas évident, c'est pas si simple que ça non plus. C'est-à-dire qu'autant contrôler des provinces où il y a peu de forces militaires présentes, où les espaces sont gigantesques, où ils sont durablement implantés depuis longtemps. Il y avait un documentaire assez incroyable sur la justice talibane et comment en fait ces groupes s'installent et créent du droit dans des endroits où il n'y a plus de droit, où il n'y a plus de droit de l'État. Et donc ces groupes-là créent du droit et du coup ils ont une certaine adhésion des populations parce qu'il vaut mieux ça que rien, que le chaos total. Et donc, mais donc Kaboul, je ne sais pas, je pense qu'on peut voir aussi quelque chose qui ressemblerait à un phénomène d'attrition de longue durée, d'épuisement du gouvernement dit légal. Bon, mais on parlait d'État failli concernant Haïti, on peut parler d'État failli concernant l'Afghanistan. Il n'y a pas le minimum de consensus ni ethnique, ni sociologique, ni régional pour créer un État unitaire fort. Et ils sont aussi la proie du jeu des puissances autour d'eux. Ils sont sur la route. Ils sont au cœur des routes de la soie, ils sont au cœur des routes de la drogue. Les Chinois, d'ailleurs, ils sont au cœur de l'Est et de l'Ouest. Il faut passer par l'Afghanistan, quel que soit X. Et donc, forcément, ils sont l'objet, à leur corps défendant, probablement. Même les talibans qui se prétendent diplomates sont aussi des acteurs, mais des pions d'une scène régionale dont le facteur le plus important est le désintérêt croissant des Américains, sauf pour Israël et sauf pour l'Iran. Et Patricia, ça veut dire pour les filles, elles ne pourront plus aller à l'école. Enfin, il y a eu tout de même des progrès depuis 20 ans. Oui, pour les femmes, en l'occurrence à Kaboul, mais pas seulement dans les villes. Oui, il y avait des progrès dans les villes, à Herat, dans le Helmand, dans les grandes villes. On voyait effectivement les filles quand les familles voulaient, parce qu'il y a encore pas très longtemps, des gamines qui ont été vitriolées, d'autres. Enfin, je veux dire, c'était constant, si vous voulez, parce qu'effectivement, il y avait toujours des commandos qui arrivaient en mobilette, qui voyaient deux filles, et voilà, et hop, ils leur jetaient de l'acide dessus. Ça continuait aujourd'hui, même dans les villes tenues par le pouvoir. Donc moi je suis, je vais pas avoir l'air trop pessimiste parce qu'on va me dire ah oui, faut rester un peu optimiste. Donc tout va dépendre aussi des exigences, mais moi je pense que cette population, en tout cas la population pachtoune et bon nombre d'autres populations, est quand même très traditionnelle dans les campagnes, est très attachée à la tradition, et la tradition c'est les filles à la maison, quoi. C'est pas les filles dehors qui vont faire des courses et qui vont bosser. Donc je crois que pour ces jeunes filles et pour ces femmes qui avaient recompris une forme d'indépendance, ça va être excessivement dur, mais j'ai envie de dire la communauté internationale n'en est pas à son premier, je vais dire laisser pour compte ceux qui ne les intéressent pas. Et ce que Silman disait, c'est le rôle des puissances étrangères. Le rôle des puissances étrangères, elles se sert de l'Afghanistan comme un pion. La Chine est très intéressée par l'Afghanistan pour l'instant. Elle négocie avec les talibans. Elle négocie avec les talibans et elle est intéressée. C'est une route pour elle. Mais elle voudrait bien voir quand même comment ça va se passer. Donc elle est dans l'attente. Elle négocie, elle les invite, elle va les voir, mais elle est dans la troïka. Mais elle est un peu dans l'attente parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se jouer. La Russie, sur ses frontières aussi, qu'elle surveille, la Russie. Oui, bien sûr. Elle est également dans les négociations. Ouais. Difficile en tout cas de savoir exactement comment... Il ne faut pas trop s'avancer, je crois. On ne peut pas trop s'avancer. Laure Simoes, les dessinateurs sur l'Afghanistan. Oui, on ne peut pas trop s'avancer, mais les talibans, eux, ils avancent. C'est ce que montre ce dessin du grand dessinateur algérien Dilem, qui a toujours le chic pour trouver la formule qui fait mouche et puis... nous faire rire, très jaune dans ce cas. Retrait d'Afghanistan, l'armée américaine rassure les populations locales et on voit ce soldat américain qui avertit les Afghans, le pire est derrière vous et pour cause, c'est le cas de le dire, les talibans avancent. Cet autre dessin aussi
du dessinateur algérien Landalou. C'est d'ailleurs curieux de voir d'une certaine façon la mobilisation de certains dessinateurs du monde arabe autour de cette actualité en Afghanistan. Je le trouvais époustouflant ce dessin parce qu'il a un cadre extrêmement audacieux, il est d'une qualité graphique rare et je ne sais pas si tout le monde aura compris l'allusion qui est faite dans ce dessin. Je ne sais pas si tout le monde a reconnu cette espèce de composition. En fait, je donne la réponse en même temps que je pose la question, mais c'est une parodie de la chorégraphie du célèbre thriller de Michael Jackson. Donc les talibans sont de... Et oui, il faut peut-être avoir des références, c'est peut-être générationnel. Je l'avais deviné, mais je n'osais pas le dire. Bravo. Bravo. En tout cas, c'est les morts vivants qui débarquent. C'est extraordinaire ce dessin. Et puis, pour terminer, ce très, très touchant dessin de la dessinatrice française Aden, cette impression d'un retour à la case départ, hein, donc surtout pour ces filles et ces femmes qui s'étaient quand même émancipées du joug des talibans par l'école et l'éducation. On voit que le jeu de loi a une issue fatale et c'est le retour à la case départ. Donc un peu comme Patricia, les dessinateurs, ils sont pas très très optimistes. Oui, optimiste, le mot m'échappait. Retour à la case départ 20 ans après, c'est vrai que c'est dur. Autre actualité internationale cette semaine, cette loi hongroise entrée en vigueur jeudi, une loi qui interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Elle est une honte et va à l'encontre de toutes les valeurs fondamentales de l'Union européenne. S'est insurgée la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La présidente doit envoyer d'ailleurs une lettre de mise en demeure à la Hongrie, une procédure d'infraction pour violation du droit européen. L'autre moyen de pression de Bruxelles, ça serait de ne pas débloquer les aides du plan de relance européen destiné à la Hongrie si le gouvernement ne revient pas justement sur cette loi. On écoute d'abord Ursula von der Leyen. Comme vous le savez, les commissaires Reynders et Breton ont écrit aux autorités hongroises pour exprimer nos préoccupations juridiques à ce sujet de cette loi. Si la Hongrie ne corrige pas le tir, la Commission fera usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité de gardienne de traité. D'abord, cette loi, pour revenir dessus, c'était une loi qui, à l'origine, devait être contre la pédocriminalité, mais les membres du parti de Viktor Orban ont fait voter des amendements qui interdisent donc la représentation ou la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs. Donc, c'est une loi qui fait en fait l'amalgame entre une loi qui est homophobe, en fait, tout simplement. Et c'est la première fois qu'une telle pression est exercée par l'Europe contre la Hongrie. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir aller au bout ? Je pense que quand même là, on est sur une ligne, on est quand même sur une ligne de faille réelle, parce que on a longtemps toléré ou compris que toutes les Europes n'étaient pas les mêmes forcément, et que on peut avoir des gens qui sont plus traditionnalistes, des gens qui sont plus qui ont un ancrage religieux plus fort, des gens qui sont plus libéraux. Tout ça, c'est toutes les Europes, et ça pouvait d'une certaine manière cohabiter avec un peu de raflures et de coups de gueule, mais ça pouvait cohabiter. Là, je pense que pourquoi c'est une ligne de faille, c'est parce qu'on instrumentalise quelque chose qui est maintenant... les droits LGBT, c'est quelque chose qui est reconnu, j'allais dire, de manière presque générale dans toute l'Europe de l'Union européenne. Et donc, c'est l'instrumentalisation, l'utilisation à des fins politiques de l'homophobie d'État. Et moi, je pense que c'est vraiment des fins politiques plus qu'une pensée structurée sur le danger qui toucherait la jeunesse. Je pense que le Fidesz est en danger électoral. Je pense que tous ces régimes populistes sont en danger électoral parce qu'ils ont des gestions de crise Covid très mauvaises. Il y a des élections dans un an, d'ailleurs. Des élections dans un an. Ils perdent toutes les grandes villes. Donc, ça devient des partis de campagne qui sont... ils ont perdu Budapest, comme en Pologne, ils ont perdu Varsovie, Cracovie. Donc, c'est des gens qui deviennent des partis ruraux qui se défendent en appuyant sur des traditions rurales. C'est comme en Afghanistan. Et voilà. Et donc là, je pense qu'on a dépassé une barrière pour les autres Européens, et que cette barrière n'est pas acceptable. Et c'est dit, alors est-ce qu'on ira au bout ? C'est ça, parce que l'article 7, pour sanctionner... Le principe, c'est qu'on met la pression, après on discute, après on va à la commission, après on fait un conseil, après tout le monde s'engueule dans la pièce, après on trouve un espèce de truc qui nous donne 50 plus. Donc c'est pas sûr que ça aille à la rupture. Mais ça ne veut pas dire qu'il va retirer
Puisqu'elle a été votée, cette loi en Hongrie, Ziad. Et puis ça serait très dangereux pour lui, politiquement, de la retirer, cette loi, effectivement, parce que son électorat, qui le soutient encore dans la perspective de ces élections, ne comprendrait pas. Et en plus, il a réussi un super coup, il a cassé l'opposition avec cette loi. Parce qu'on voit très bien que l'opposition était un espèce de conglomérat entre un parti pratiquement d'extrême droite et des partis de gauche. Et là, au Parlement, eh bien, effectivement, il y a un des partis de l'opposition qui a voté pour cette loi. Donc, c'est du tout bénéfice pour l'instant pour lui. Et je crois qu'il compte sur notre faiblesse européenne. Il compte sur nos divisions internes. Il compte aussi sur la Pologne, parce que la Pologne le soutient, la Pologne. Et le groupe de Visegrad. Ils font appel, hein, voilà. Donc, il joue. Et je pense qu'on va voir si l'Europe, pour une fois, est déterminée et forte. Et c'est un vrai test. Hein. Un vrai test pour l'Europe. Est-ce qu'effectivement, elle est beaucoup plus déterminée cette fois, Agnès? Ursula von der Leyen, qui frappe du poing sur la table, qui dit d'ailleurs que peut-être qu'ils vont utiliser et faire une sorte de donnant-donnant avec le plan de relance. Le plan de relance, 7,2 milliards d'euros de subventions normalement pour la Hongrie. Oui, tout à fait. C'est la Commission européenne, je crois, qui a la compétence pour la saisine du mécanisme de conditionnalité du versement des aides européennes. Donc, effectivement, ça peut être actionné. L'article 7 dont vous parliez, il a déjà été enclenché pour les violations de l'état de droit. Donc, en fait, il y a plusieurs mécanismes. Après, c'est une question aussi de volonté. Je pense que pour l'Union européenne, ce qu'ils souhaitent, c'est de trouver une sorte d'accord ou d'agrément avec la Hongrie. Et puis, si jamais ce n'est pas possible, de toute façon, il faudra effectivement passer à des mesures qui sont beaucoup plus dures. Ça veut dire, est-ce qu'il faudrait expulser la Hongrie, comme l'a suggéré le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte? Agnès? Ça me paraît difficile, si vous voulez. Si on commence par des mesures de ce genre, on va se mettre à dos aussi un certain nombre de pays de l'Union européenne qui vont dire, comme la Pologne par exemple, je vous rappelle quand même que la Pologne, ils ont créé aussi des zones anti-LGBT. On n'a rien fait contre pour l'instant, mais... Mais il y a quand même une... Comme vous dites, il y a une frontière, mais on parlait de démocratie. En fait, il y a les démocraties libérales et les démocraties illibérales. On a commencé à faire cette distinction en Europe. Il y a aussi des perceptions de l'Europe différentes. Les partis populistes d'Europe de l'Est, en particulier, ils sont pour une Europe-nation où chacun fait ce qu'il veut tout en prenant le pognon commun. Et ça, c'est quand même assez clair. Pourquoi ils ne partent pas? Après tout, ils n'ont qu'à dire, moi, c'est pas mon club, ça ne m'intéresse pas, vos valeurs ne m'intéressent pas, je vais vivre ma vie. Et puis, je m'en vais. Ils n'ont qu'à brexiter ou, je ne sais pas comment on pourrait dire, brexiter. Mais en fait, ils veulent le mécanisme de marché et de solidarité et de financement, tout en étant dans le principe des États-nations puissants qui défendent leurs valeurs. Et ils essayent de courtiser, le problème c'est qu'ils sont incapables de s'entendre, ils essayent de courtiser Salvini en Italie, mais qui lui est passé de l'extrême droite à une espèce de droite plus ils essaient de courtiser Marine Le Pen, ils essaient de rassembler tous ces nationalismes ultra-droitiers, mais c'est très, très, très dur parce que ces gens ne croient pas en même chose, ne voient pas les mêmes choses. Et on ne voit pas, par exemple, Marine Le Pen, malgré la moitié de son parti, on ne la voit pas prendre de front des décisions anti-LGBT. Ça serait impossible. Donc, on voit à quel point c'est compliqué cette bataille pour le sens de l'Europe. Et en même temps, justement, le sens de l'Europe. Comment, l'Europe peut-elle véritablement protéger ses valeurs? Parce que cet article 7 demande l'unanimité. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais réussi à aller au bout. Bon, là, il y a peut-être effectivement cette attitude autour du plan de relance. Mais pour l'instant, on voit bien qu'il faudrait peut-être modifier les traités dans ce cas. Oui, c'est toute la question. On voit bien. Parce qu'en plus, l'histoire hongroise a commencé bien avant l'histoire LGBT. Il y avait toutes les questions de justice, de liberté de la presse. Enfin, c'est une vieille histoire. La Hongrie frôle avec les droits européens depuis longtemps et joue avec les droits européens depuis très longtemps. Et jusqu'à présent, on ne faisait pas grand-chose. Si on avait juste enclenché une mesure, mais qui était plutôt une mesurette, sachant qu'elle n'allait pas aller très loin. Et là, effectivement, on va un peu plus loin. Mais c'est tout le problème de l'Europe, de l'unanimité. Et donc, il va falloir un jour ou l'autre... Les Polonais sont toujours du côté des Hongrois. Pour l'instant, c'était le cas. Il va falloir un jour ou l'autre peut-être choisir quelle Europe... Choisir quelle Europe, ça veut dire modifier les traités? Là, vous savez, la dernière fois qu'on a voulu le modifier, tant que ça a pris, c'était une catastrophe. Donc, bonne chance, mais pourquoi pas? Il peut suffire d'une élection pour changer l'équilibre. Oui, bien sûr. Imaginez
Imaginez que les partisans de Donald Tusk reprennent une majorité parlementaire en Pologne dans les mois à venir, et ben le rapport de force change. Pourrait changer. Oui, et puis le maire de Budapest est un homme d'opposition qui veut bien, en Hongrie, renverser le pouvoir de Orban. Agnès, vous vouliez rajouter un mot et ensuite on va passer au dessin. Non, mais je suis d'accord sur le fait que seules les élections peuvent changer. Je pense que si on prend des mesures extrêmement radicales, moi je pense que ce n'est pas très bon pour l'Europe parce qu'on va radicaliser encore plus un certain nombre de pays qui sont quand même assez proches d'Orban. Et je pense que l'Europe, elle doit y arriver par d'autres moyens. Et c'est sûr qu'en soutenant les oppositions en Hongrie comme en Pologne, ça c'est une bonne chose. Et puis de toute façon, c'est quand même des pays où on peut voter encore. Donc il faut qu'au moins on peut compter peut-être aux prochaines élections. Laure Simoes, les dessinateurs. Oui, ce premier dessin de Joep Bertrams, grand dessinateur des Pays-Bas, portrait de Viktor Orban, qu'on pourrait appeler gribouillage noir sur arc-en-ciel, hein, si on a envie de lui donner un titre. Ce qui est très fort chez Joep Bertrams, c'est qu'il a cet art du portrait qui est très, très vachard. Bon, là, le personnage, en l'occurrence, le mérite bien. Mais il tombe jamais totalement dans le vulgaire. Il est vraiment très fort pour ça. Et puis cet autre très grand dessin aussi du dessinateur portugais Carrillo qui est paru lors de la polémique autour du fameux match Allemagne-Hongrie et du refus de l'UEFA d'illuminer le stade de Munich aux couleurs arc-en-ciel pour dénoncer cette loi qui va effectivement à l'encontre des valeurs européennes. Donc là, il y avait tous les ingrédients pour les dessinateurs entre ce drapeau arc-en-ciel qui est quand même extrêmement graphique et puis la polémique autour du sport. On a reçu énormément de dessins à ce moment-là. Et puis pour terminer, ce dessin du tandem de dessinateurs français Plop et Cancre. Le seul avantage de tout cela, c'est que peut-être il y a un début d'ébauche d'esquisse de mobilisation qui s'intensifie peut-être au niveau politique européen et puis peut-être aussi citoyen, parce que j'espère que dans la société hongroise, les choses aussi bougent pour dénoncer cette politique d'un autre âge. Vraiment. Alors, il nous reste 3 minutes pour parler de la vaccination. Alors, ça va être très rapide. La question est simple. Faut-il rendre la vaccination obligatoire ? C'est vraiment la question qui est posée, en tout cas en France cette semaine. Obligatoire aux soignants, obligatoire tout court. Je fais mon tour de table. Ziad. Absolument. Les soignants, l'éducation nationale, les personnes âgées. C'est scandaleux qu'en France, on soit à des taux de vaccination dans les EHPAD, personnes âgées qui sont encore trop bas. Et il faut rappeler le chiffre aujourd'hui, j'ai regardé tous anti-Covid, on est à 38% de gens vaccinés 2 doses plus 14 jours. Ça ne suffit pas pour passer l'automne. Voilà, moi aussi, effectivement, on peut être que pour la vaccination des soignants et plus, mais ça sera difficile, je pense, à organiser. Il y a une chose sur laquelle je ne suis pas pour, c'est la peur qui est agitée en ce moment sans arrêt sur ce virus, sur ce delta. On doit motiver les gens autrement que par la peur. Et là, cette peur qui est sans arrêt activée partout par nos politiques. En même temps, on ouvre les discothèques ce soir. Voilà. Heureusement, il y a les discothèques qui ouvrent, ça va nous donner un peu d'air. Agnès. Oui, évidemment. Moi, je pense que de toute façon, c'est absolument obligatoire. Là, après, je pense que je lisais pas mal d'articles où on disait qu'en fait, des médecins disaient ça ou des directeurs d'EHPAD disaient qu'en fait, il fallait que chaque EHPAD, chaque service, etc., discute avec le personnel, les médecins, les infirmières ou ceux qui s'occupent des personnes âgées pour les convaincre de se vacciner, mais pas d'y aller avec la force. Alors, je pense qu'avec le dialogue, ça devrait passer. Mais manifestement, ça ne passe pas, puisqu'ils sont 40% d'entre eux, personnel d'EHPAD, à ne pas être vaccinés. Rapidement, Laure, un dessin pour finir. Un seul. Excellent, de la dessinatrice suisse Bénédicte. Petit message subliminal à notre cher personnel soignant. Le bureau du personnel, c'est par là, mais au même endroit aussi que la salle de vaccination. Il y a une petite affiche rajoutée sur la signalétique, personnel soignant et puis tout le monde. Bravo. À nos vaccins. Merci beaucoup, Laure Simoes. Merci à vous, Agnès Rotivel, qui était également avec nous par Skype. Merci, Ziad. Merci, Patricia. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.